Salut à tous, salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, c'est la grande forme. Pour le programme de ce soir, on va lire donc comme à l'accoutumée 3 contes, peut-être 4, on verra si on arrive à tirer en longueur ou pas. Sur notre Facebook, j'avais annoncé que eh bien, je lirai donc d'une part le Roi Grenouille ou Henri de Fer. C'est le dernier conte que j'ai le droit de lire sur Contes pour les enfants et la maison des éditions José Corti. Voilà. Donc on va lire ça à la fin, Henri Grenouille et le Roi de Fer, parce que alors il y a Henri de Fer, le Roi Grenouille et Henri de Fer. En fait, le Roi Grenouille et Henri de Fer, c'est le premier conte qui ouvre en fait l'œuvre originale des contes pour les enfants et la maison des frères Grimm. On va lire également Podane ce soir, et puis également on va lire Loi d'or. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de lire des contes un peu sur les bébêtes. Et puis bien sûr, bonsoir à la modération, bonsoir mon cher Van Dreyck, merci d'être là, fidèle parmi les fidèles. J'espère que tu vas bien, que t'es pas trop fatigué. On a essayé à un moment donné hier de faire un jeu, il s'appelle Arc. Je sais pas pourquoi, on était parti sur du Dino. Et donc mon Tathieu est arrivé sur le chat. Bonsoir mon Tathieu, que j'ai eu en ligne juste avant. Voilà. Et non, je ne craquerai pas. Je te vois. Oui, bah moi je te vois pas. Je t'imagine bien. Loi d'or. Il était une fois un homme qui avait 3 fils. Les 2 aînés étaient très intelligents, mais le plus jeune était réputé un nigaud. On le dédaignait et on le méprisait en toute occasion. Il arriva qu'un jour, l'aîné des 3 frères s'en alla dans la forêt pour couper du bois, et sa mère lui donna un bon gâteau fait avec des œufs et une bouteille de vin. Comme il entrait dans la forêt, il rencontra un vieux petit homme gris qui lui souhaita le bonjour. J'ai bien faim et bien soif, dit le petit homme gris. Donne-moi un morceau de ton gâteau et une gorgée de vin. Mais il répondit, si je te donne mon gâteau et mon vin, il ne m'en restera pas, va-t'en. Et il poursuivit son chemin, laissant là le petit homme gris. Il choisit un arbre et se mit à l'abattre. Mais au bout d'un moment, il manqua son coup et se coupa le bras, si bien qu'il lui fallut rentrer à la maison pour se faire panser. Or, c'était le petit homme gris qui avait fait cela. Peu de temps après, le frère cadet alla dans la forêt et sa mère lui donna à lui aussi un gâteau fait avec des œufs et une bouteille de vin. Le petit homme gris le rencontra et lui demanda un morceau de gâteau et une gorgée de vin. Mais le second frère répondit, ce que je te donnerai serait en moins pour moi, va-t'en, va-t'en donc. Et il poursuivit son chemin, laissant là le petit homme gris. Il avait à peine porté quelques coups de hache à un arbre qu'il manqua son but et se coupa la jambe, et il lui fallut rentrer à la maison. Alors le frère qui était sot dit « Laissez-moi aller dans la forêt à mon tour pour y couper du bois. » Mais son père lui répondit « Là où tes 2 frères se sont blessés, est-il probable que toi, tu réussisses? Et tu n'y connais rien. » Mais le jeune homme insista tant et si bien qu'à la fin son père lui dit Eh bien, vas-y, blesse-toi, et que cela t'apprenne. Et sa mère lui donna un morceau de pain fait de farine et d'eau, et cuit dans les cendres, et une bouteille de bière aigre. Quand il fut arrivé dans la forêt, le petit homme gris passa près de là et lui dit Donne-moi un morceau de ton gâteau et une goutte de ton vin. J'ai bien faim et bien soif. Le jeune homme lui répondit Je n'ai que de la bière aigre et un crouton de pain, mais ils sont à votre service. Alors ils s'assirent ensemble, et quand le jeune homme tira le pain de sa poche, il trouva à la place un bon gâteau fait avec des œufs et du vin excellent. Alors le petit homme gris lui dit Parce que tu as bon cœur et que tu as partagé avec un autre ce que tu avais, je veux que cela te porte bonheur. Voici un vieil arbre. Abats-le, et tu trouveras quelque chose parmi les racines. Et le petit homme gris lui dit adieu. Le petit Nigaud abattit l'arbre, et quand il fut à terre, il trouva parmi les racines une oie dont les plumes étaient d'or pur. Il la prit et l'emporta dans une auberge où il avait l'intention de passer la nuit. L'aubergiste avait 3 filles, qui eurent bien envie de savoir
quelle sorte d'oiseau merveilleux c'était là. Elle désirait ardemment avoir une des plumes d'or, et l'aîné pensa: je trouverai moyen, bien sûr, d'arracher ne fût-ce qu'une seule plume pour moi. Le jeune homme étant sorti sur ses entrefaites, elle alla bien vite chercher l'oie qu'elle saisit par une aile, et voilà que sa main y resta collée. Elle ne put la retirer. Au bout d'un moment arriva la seconde sœur, qui venait chercher une plume, elle aussi, mais elle n'eut pas plus tôt touché sa sœur qu'elle fut prise à son tour. Puis ce fut la troisième qui arriva pour voler une plume. Mais dès que ses sœurs la virent, elles lui crièrent: tiens-toi à distance, pour l'amour de Dieu, tiens-toi à distance. Mais la troisième sœur ne voyait pas pourquoi elle se tiendrait à distance. J'ai autant de droit que vous d'être ici, dit-elle. Et elle entra hardiment. Et dès l'instant qu'elle eut touché ses sœurs, elle fut prise, elle aussi. Et les trois jeunes filles durent passer la nuit avec l'oie. Le lendemain matin, le jeune homme vint prendre son oie. Il la mit sous son bras et se mit en route sans se soucier des trois jeunes filles qui furent obligées de courir derrière lui, de gauche ou de droite, comme il lui plaisait. Ils traversaient un champ quand ils rencontrèrent le curé qui fut bien scandalisé. « Mais vous devriez avoir honte, petites effrontées, de courir comme cela après un jeune homme. Est-ce une façon de se conduire ?» En disant ces mots, il saisit la main de la plus jeune des sœurs et essaya de l'entraîner. Mais il ne l'eut pas plus tôt touché qu'il fut pris à son tour et obligé de courir derrière. Peu de temps après, ils rencontrèrent le sacristain, qui fut bien étonné de voir le curé courir derrière trois jeunes femmes. Où donc votre révérence se sauve-t-elle si vite? N'oubliez pas qu'il y a un baptême aujourd'hui. Et il essaya d'arrêter le curé en le saisissant par sa manche. Et il fut pris lui aussi. Ils étaient 5 maintenant, trottant à la file derrière le petit Nigaud, portant l'oie sous son bras. Puis 2 paysans sortirent d'un champ avec leur houe, pardon. Et le curé leur cria de venir les aider, son sacristain et lui, à se dégager. Et c'est eux qui furent pris, si bien qu'ils étaient 7 maintenant. Au bout d'un certain temps, ils arrivèrent dans la ville du roi. Ce roi avait une fille qui était si sérieuse que personne n'avait jamais pu la faire rire. Alors, le roi avait décrété que l'homme qui réussirait à la faire rire pourrait l'épouser si bon lui semblait. Quand notre jeune homme apprit cela, il se présenta devant la fille du roi, et quand elle vit ces 7 créatures humaines trottant toutes l'une derrière l'autre à la suite d'un nigaud et d'une oie, elle éclata de rire. Et elle rit si longtemps qu'on eut cru qu'elle ne pourrait plus s'arrêter. Le jeune homme la demanda en mariage, mais le roi ne se souciait guère de l'avoir pour gendre, et il souleva toutes sortes d'objections. À la fin, il lui dit qu'il fallait d'abord lui amener un homme capable de boire une pleine cave de vin. Le jeune homme pensa que peut-être le petit homme gris voudrait bien l'aider. Il alla donc dans la forêt, et à l'endroit où il avait abattu l'arbre, il vit un homme qui faisait la plus lugubre grimace. Il lui demanda ce qui lui tenait tant au cœur. « Hélas, répondit l'homme, j'ai une soif si ardente que je ne peux l'apaiser. J'ai bu tout un tonneau de vin, mais qu'est-ce qu'une goutte d'eau sur une pierre brûlante? Et je ne peux supporter l'eau froide. Alors je peux vous venir en aide, suivez-moi et vous pourrez boire tout votre content. » Il le conduisit dans la cave du roi, et l'homme attaqua les tonneaux gigantesques, et il but tant et si bien qu'avant la fin du jour, il avait mis la cave à sec. Alors le jeune homme réclama son épouse. Mais le roi était ennuyé à la pensée de donner sa fille à un homme du commun que tout le monde traitait de nigaud. Alors, il inventa un nouveau prétexte et lui dit de trouver d'abord un homme qui pourrait manger une montagne de pain. Le jeune homme retourna tout droit dans la forêt et, à la même place, il vit un homme qui serrait sa ceinture d'un air de mauvaise humeur. « Qu'avez-vous » lui demanda notre jeune homme. « Je viens de manger toute une fournée de pain, répondit-il. Mais qu'est-ce que cela pour un homme affamé comme moi? Je me sens le ventre vide et il me faut serrer ma ceinture. Pardon. Et il me faut serrer ma ceinture jusqu'au dernier cran si je ne veux pas mourir de faim. » Notre ami fut enchanté de l'entendre. « Levez-vous! Levez-vous
et venez avec moi, dit-il, et vous mangerez tout votre content. Et il l'emmena à la cour du roi. Le roi avait fait recueillir toute la farine dans son royaume, et on en avait fait une vraie montagne de pain. Mais l'homme de la forêt s'assit et se mit à manger tant et si bien qu'en un seul jour, la montagne entière disparut. Alors, pour la troisième fois, le petit Nigo réclama son épouse, mais le roi chercha encore une excuse, et à la fin il dit « Si tu peux m'apporter un navire qui aille aussi bien sur terre que sur mer, je te donnerai ma fille pour épouse sans plus attendre. » Le jeune homme se rendit immédiatement dans la forêt et vit le petit homme gris avec lequel il avait partagé son gâteau. Le petit homme gris lui dit « J'ai mangé et j'ai bu pour toi, et je vais te donner le navire aussi. Je fais tout cela parce que tu m'as été secourable. » Alors il lui donna un navire qui allait aussi bien sur terre que sur mer. Et quand le roi le vit, il ne put retenir son consentement plus longtemps. Le mariage fut donc célébré, et à la mort du roi, le petit Nigo lui succéda au trône, et lui et sa femme vécurent heureux désormais. Voilà, donc ça c'était Loi d'or. Alors, comme à chaque fois, sacré pente le bonhomme. Sacré pente le bonhomme. Ah mais complètement. Le gars, c'est les tonneaux de bière, l'autre ensuite, c'est le pain, sans problème. Sans problème. Bon, après, quand t'as soif, quoi, hein, tu vois, c'est... Voilà, on comprend pourquoi y en a un qui a transformé l'eau en vin, hein, tellement ils avaient soif, les gars. Et alors, comme j'en parle à chaque fois dans le chat compteur, c'est au gré de nos lectures, on voit très bien qu'encore une fois, quels sont les chiffres qui reviennent? 3 et 7. On se rend compte que la procession de la procession, bah, c'est 7 personnes. Voilà, encore une fois. Hem, donc du coup, c'est quand même assez impressionnant de retrouver toujours, voilà. Et puis encore une fois, c'est par 3 fois donc en fait, les épreuves, c'est toujours par 3. Ce compte, la source, hein, c'est gallica.bnf.fr, hein, la source, c'est la Bibliothèque nationale française. C'est le site de Gallica, voilà, je vous conseille, hein, tout est tombé dans le domaine public, et je vous conseille, bah, du coup, eh bien, d'aller lire, si vous avez une liseuse, eh ben, vous pouvez télécharger, énormément d'œuvres qui sont tombées dans le domaine public, c'est gratuit, vous pouvez les lire chez vous, tranquillement, les lire, au chevet de vos enfants sans problème, et même pour vous dans un hamac, voilà, cet été, vous ne savez pas quoi lire, et bah, allez sur la Bibliothèque nationale française, vous allez vous régaler. Podane de Perrault, c'est le premier conte, la première versification que je vais lire. C'est-à-dire que, au fil des streams, des lives du chat conteur, moi, à un moment donné, j'aimerais vous lire du Verlaine, du Rimbaud, voilà, mais surtout pour rester un petit peu dans cet esprit de conte, et voilà, de fantastique, moi, j'aimerais vous lire du Jean de La Fontaine, et pour moi, ça allait faire partie des premiers vers que j'allais vous lire. Eh ben non, on va commencer par Perrault, puisque Perrault a écrit plusieurs contes versifiés. Alors, il y en a un que je ne vous lirai pas, pour la simple et bonne raison, qu'il est extrêmement misogyne. Alors après, comment dire, ça peut être rigolo. Encore une fois, hein, je fais un petit disclaimer, un petit avertissement concernant mon émission. Ce que je lis ne reflète en aucun cas ce que je pense, ça ne reflète en aucune façon mes convictions, mes croyances, etc., etc. Moi, j'aime juste voir ta petite tronche en vidéo. Ta petite tronche, ça suffit. Voilà, merci. Donc voilà, vous avez le Facebook, vous avez le Twitter également, merci Van Drek, et vous avez le YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà, c'est toujours agréable d'avoir des commentaires auxquels je prends le temps de répondre. Vous verrez qu'il y a une seule vidéo pour l'instant où il y a un seul commentaire, mais j'ai quand même pris le temps de répondre, bien évidemment. Donc c'est beaucoup plus facile quand il y a un seul commentaire. Voilà, donc n'hésitez pas. Et je suis ravi aussi pour les autres qui aiment voir ma petite bouille en live.
Vous verrez que dans Podane, et c'est pour ça que je faisais le disclaimer, voilà, je reviens là-dessus aussi, c'est que vous verrez, il y a un petit truc qui est quand même un peu. Bah, remettez tout ce que je lis, remettez-le à chaque fois dans le contexte, par pitié. Encore une fois, ça ne reflète absolument pas ce que je pense ou quoi que ce soit, loin de là. Voilà, donc remettez toujours, toujours, toujours en contexte le conte, dans le contexte de l'époque. On est au 17e. Ok, je crois qu'au 17e, Van Reyck, il faudrait que tu vérifies l'abolition de l'esclavage. Je crois que c'est sous le siècle des Lumières, il me semble bien, de mémoire, mais il faudrait bien vérifier. Et je crois qu'en 1691, l'esclavage n'était pas encore aboli. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, tout ce qui était un petit peu pas blanc et étranger, on faisait encore deux, trois petites réflexions. Malheureusement, dans ce compte-là, il y a juste deux vers, hein. Ça pique, hein. Vous allez voir, ça pique un peu. Celui qui pique vraiment, que je vous lirai pas aussi, c'est Griselidis. Mais peut-être que je vous le dirai juste pour vous donner un exemple de... À l'époque, c'était un peu chaud en termes de misogynie, quoi. Mais limite, en fait, Griselidis, l'introduction, c'est un gars qui dit: «Non, non, mais moi, je me marierai pas parce que en fait, les femmes, c'est toutes les mêmes». Et c'est assez violent, en fait. C'est assez violent. Donc bref, on va plutôt lire Podane parce que bah, finalement c'est l'histoire d'une héroïne. Vous allez voir aussi que le début de l'histoire c'est assez chaud. Alors les tournures de phrases, j'espère que vous comprendrez ce dont il s'agit très rapidement. Parce que vous verrez que par rapport aux tournures de phrases, même moi au départ je fais: «Attends, il y a un truc que je comprends pas». Mais vous allez vite comprendre après. Enfin voilà, j'espère dans la lecture que vous arriverez à comprendre ce qui se passe exactement. Mais on reviendra dessus, on reviendra dessus après. Le 27 avril 1848, le gouvernement de la République française publie les décrets d'abolition immédiate de l'esclavage dans les colonies françaises. Donc 1848, 19e siècle. Vous vous rendez compte, hein, c'est pas si vieux, hein. Podane. Il est des gens de qui l'esprit guindé, sous un front jamais déridé, ne souffre, n'approuve et n'estime que le pompeux et le sublime. Pour moi, j'ose poser en fait qu'en de certains moments, l'esprit le plus parfait peut aimer sans rougir jusqu'aux marionnettes. Et qu'il est des temps et des lieux où le grave et le sérieux ne valent pas d'agréables sornettes. Pourquoi faut-il s'émerveiller que la raison la mieux sensée lasse souvent de trop veiller par des contes d'ogres et de fées ingénieusement bercés prennent plaisir à sommeiller? Sans craindre donc qu'on me condamne de mal employer mon loisir, je vais, pour contenter votre juste désir, vous conter tout au long l'histoire de Podane. Il était une fois un roi, le plus grand qui fut sur la terre, aimable en paix, terrible en guerre, seul enfin comparable à soi. Ses voisins le craignaient, ses états étaient calmes, et l'on voyait de toutes parts fleurir à l'ombre de ses palmes et les vertus et les beaux-arts. Son aimable moitié, sa compagne fidèle, était si charmante et si belle, avait l'esprit si commode et si doux, qu'il était encore avec elle moins heureux roi qu'heureux époux. De leur tendre et chaste hyménée, plein de douceur et d'agrément, avec tant de vertus, une fille était née qu'il se consolait aisément de n'avoir pas plus ample lignée. Dans son vaste et riche palais, ce n'était que magnificence. Partout y fourmillait une vive abondance de courtisans et de valets. Il avait dans son écurie grands et petits chevaux de toutes les façons, couverts de beaux caparaçons, raides d'or et de broderies. Mais ce qui surprenait tout le monde en entrant, c'est qu'au lieu le plus apparent, un maître âne étalait ses deux grandes oreilles. Cette injustice vous surprend, mais lorsque vous saurez ses vertus non pareilles, vous ne trouverez pas que l'honneur fût trop grand. Tel et si net le forma la nature qu'il ne faisait jamais d'ordure, mais bien beaux écus au soleil et louis de toute manière, qu'on allait recueillir sur la blonde litière tous les matins à son réveil. Or, le ciel qui parfois se lasse de rendre les hommes contents, qui toujours assez bien mêle quelques disgrâces, ainsi que la pluie au beau temps, permit qu'une âpre maladie
tout à coup de la reine attaqua les beaux jours. Partout on cherche du secours, mais ni la faculté qui le grec étudie, ni les charlatans ayant cours, ne purent tous ensemble arrêter l'incendie que la fièvre allumait en s'augmentant toujours. Arrivée à sa dernière heure, elle dit au roi son époux: « Trouvez bon qu'avant que je meure, j'exige une chose de vous, c'est que s'il vous prenait envie de vous remarier quand je n'y serai plus... » Ah, dit le roi, ces soins sont superflus, je n'y songerai de ma vie, soyez en repos là-dessus. Je le crois bien, reprit la reine, si j'en prends à témoin votre amour véhément, mais pour m'en rendre plus certaine, je veux avoir votre serment, adouci toutefois par ce tempérament, que si vous rencontrez une femme plus belle, mieux faite et plus sage que moi, vous pourrez franchement lui donner votre foi et vous marier avec elle. Sa confiance en ses attraits lui faisait regarder une telle promesse comme un serment, surpris avec adresse, de ne se marier jamais. Le prince jura donc, les yeux baignés de larmes, tout ce que la reine voulut. La reine, entre ses bras, mourut. Et jamais un mari ne fit tant de vacarme. À l'ouïr sangloter, et les nuits et les jours, on jugea que son deuil ne lui durerait guère, et qu'il pleurait ses défuntes amours comme un homme pressé qui veut sortir d'affaires. On ne se trompa point. Au bout de quelques mois, il voulut procéder à faire un nouveau choix. Mais ce n'était pas chose aisée, il fallait garder son serment, et que la nouvelle épousée eût plus d'attrait et d'agrément que celle qu'on venait de mettre au monument. Ni la cour en beauté fertile, ni la campagne, ni la ville, ni les royaumes d'alentour dont on alla faire le tour, n'en purent fournir une telle. L'infante, seule, était plus belle et possédait certains tendres appas que la défunte n'avait pas. Le roi le remarqua lui-même, et brûlant d'un amour extrême, alla follement s'aviser que par cette raison il devait l'épouser. Il trouva même un casuiste qui jugea que le cas se pouvait proposer. Mais la jeune princesse, triste d'ouïr parler d'un tel amour, se lamentait et pleurait nuit et jour. De mille chagrins, l'âme pleine, elle alla trouver sa marraine, loin dans une grotte à l'écart, de nacre et de corail richement étoffés. C'était une admirable fée, qui n'eut jamais de pareil en son art. Il n'était pas besoin qu'on vous dît ce qu'était une fée en ces bienheureux temps, car je suis sûr que votre mie vous l'aura dit dès vos plus jeunes ans. Je sais, dit-elle en voyant la princesse, ce qui vous fait venir ici. Je sais de votre cœur la profonde tristesse, mais avec moi, n'ayez plus de soucis. Il n'est rien qui vous puisse nuire, pourvu qu'à mes conseils, vous vous laissiez conduire. Votre père, il est vrai, voudrait vous épouser. Écouter sa folle demande serait une faute bien grande, mais sans le contredire, on le peut refuser. Dites-lui qu'il faut qu'il vous donne, pour rendre vos désirs contents, avant qu'à son amour votre cœur s'abandonne, une robe qui soit de la couleur du temps. Malgré tout son pouvoir et toute sa richesse, quoique le ciel en tout favorise ses vœux, il ne pourra jamais accomplir sa promesse. Aussitôt, la jeune princesse l'alla dire en tremblant à son père amoureux, qui dans le moment fit entendre aux tailleurs les plus importants que s'il ne lui faisait, sans trop le faire attendre, une robe qui fût de la couleur du temps, il pouvait s'assurer qu'il les ferait tous pendre. Le second jour ne luisait pas encore qu'on apporta la robe désirée. Le plus beau bleu de l'empyrée n'est pas, lorsqu'il est ceint de gros nuages d'or, d'une couleur plus azurée. De joie et de douleur, l'infante pénétrée ne sait que dire ni comment se dérober à son engagement. « Princesse, demandez-en une, lui dit sa marraine tout bas, qui, plus brillante et moins commune, soit de la couleur de la lune,
il ne vous la donnera pas. À peine la princesse en eut fait la demande, que le roi dit à son brodeur que l'astre de la nuit n'ait pas plus de splendeur et que dans 4 jours sans faute on me la rende. Le riche habillement fut fait au jour marqué, tel que le roi s'en était expliqué. Dans les cieux où la nuit a déployé ses voiles, la lune est moins pompeuse en sa robe d'argent, lors même qu'au milieu de son cours diligent, sa plus vive clarté fait pâlir les étoiles. La princesse, admirant ce merveilleux habit, était à consentir presque délibérée. Mais par sa marraine inspirée, au prince amoureux, elle dit « Je ne saurais être contente que je n'ai une robe encore plus brillante et de la couleur du soleil. » Le prince, qui l'aimait d'un amour sans pareil, fit venir aussitôt un riche lapidaire et lui commanda de la faire d'un superbe tissu d'or et de diamants, disant que s'il manquait à le bien satisfaire, il le ferait mourir au milieu des tourments. Le prince fut exempt de s'en donner la peine, car l'ouvrier industrieux, avant la fin de la semaine, fit apporter l'ouvrage précieux, si beau, si vif, si radieux, que le blond amant de Clymène, lorsque sur la voûte et des cieux, dans son char d'or il se promène, d'un plus brillant éclat n'éblouit pas les yeux. L'infante, que ces dons achèvent de confondre, à son père, à son roi, ne sait plus quoi répondre. Sa marraine aussitôt la prenant par la main. « Il ne faut pas, lui dit-elle à l'oreille, demeurer en si bon chemin. Est-ce une si grande merveille que tous ces dons que vous en recevez, tant qu'il aura l'âne que vous savez, qui d'écus d'or sans cesse emplit sa bourse? Demandez-lui la peau de ce rare animal. Comme il est toute sa ressource, vous ne l'obtiendrez pas. Ou je raisonne mal. » Cette fée était bien savante, et cependant elle ignorait encore que l'amour violent, pourvu qu'on le contente, compte pour rien l'argent et l'or. La peau fut galamment aussitôt accordée que l'infante lui demandait. Cette peau, quand on l'apporta, terriblement l'épouvanta, et la fit de son sort amèrement se plaindre. Sa marraine survint et lui représenta que quand on fait le bien, on ne doit jamais craindre, qu'il faut laisser penser au roi qu'elle est tout à fait disposée à subir avec lui la conjugale loi, mais qu'au même moment, seule et bien déguisée, il faut qu'elle s'en aille en quelque état lointain pour éviter un mal si proche et si certain. « Voici, poursuivit-elle, une grande cassette où nous mettrons tous vos habits, votre miroir, votre toilette, vos diamants et vos rubis. Je vous donne encore ma baguette en la tenant en votre main. La cassette suivra votre même chemin, toujours sous la terre cachée, et lorsque vous voudrez l'ouvrir, à peine mon bâton la terre aura touché qu'aussitôt à vos yeux elle viendra s'offrir. Pour vous rendre méconnaissable, la dépouille de l'âne est un masque admirable. Cachez-vous bien dans cette peau, on ne croira jamais tant elle est effroyable qu'elle renferme rien de beau. » La princesse ainsi travestie, de chez la sage fée, à peine fut sortie, pendant la fraîcheur du matin, que le prince qui, pour la fête de son heureux hymen s'apprête, apprend tout effrayé son funeste destin. Il n'est point de maison, de chemin, d'avenue, qu'on ne parcourt promptement, mais on s'agite vainement, on ne peut deviner ce qu'elle est devenue. Partout se répandit un triste et noir chagrin. Plus de noces, plus de festins, plus de tartes, plus de dragées. Les dames de la cour, toutes découragées, n'en dînèrent point la plupart. Mais du curé, surtout la tristesse fut grande, car il en déjeuna fort tard, et qui pisait n'eut point d'offrande. L'infante, cependant, poursuivait son chemin, le visage couvert d'une vilaine crasse. À tout passant, elle tendait la main, et tâchait, pour servir, de trouver une place. Mais les moins délicats et les plus malheureux, la voyant si maussade et si pleine d'ordures, ne voulaient écouter ni retirer chez eux une si sale créature. Elle alla donc bien loin, encore plus loin,
Enfin, elle arriva dans une métairie, où la fermière avait besoin d'une souillon dont l'industrie alla jusqu'à savoir bien laver les torchons et nettoyer l'auge aux cochons. On la mit dans un coin, au fond de la cuisine, où les valets, insolentes vermines, ne faisaient que la tirailler, la contredire et la railler. Ils ne savaient quelle pièce lui faire, la harcelant à tout propos. Elle était la butte ordinaire de tous leurs colibets et de tous leurs bons mots. Elle avait, le dimanche, un peu plus de repos, car ayant du matin fait sa petite affaire, elle entrait dans sa chambre et, tenant son huis clos, elle se décrassait, puis ouvrait sa cassette, mettait proprement sa toilette, rangeait dessus ses petits pots. Devant son grand miroir, contente et satisfaite, de la lune, tantôt la robe elle mettait, tantôt celle où le feu du soleil éclatait, tantôt la belle robe bleue que tout l'azur des cieux ne saurait égaler. Avec ce chagrin seul, que leur traînante queue sur le plancher trop court ne pouvait s'étaler. Elle aimait à se voir jeune, vermeille et blanche, et plus brave 100 fois que nul autre n'était. Ce doux plaisir la sustentait et la menait jusqu'à l'autre dimanche. J'oubliais à dire en passant qu'en cette grande métairie, d'un roi magnifique et puissant se faisait la ménagerie, que là, poules de barbarie, râles, patins de cormorans, oisons musqués, canes pétières, et 1000 autres oiseaux de bizarres manières, entre eux presque tous différents, remplissaient à l'envi 10 cours tout entières. Le fils du roi, dans ce charmant séjour, venait souvent, au retour de la chasse, se reposer, boire à la glace avec les seigneurs de sa cour. Tel ne fut point le Bocéphale. Son air était royal, sa mine martiale, propre à faire trembler les plus fiers bataillons. Podane, de fort loin, le vit avec tendresse, et reconnut par cette hardiesse que sous sa crasse et ses haillons, elle gardait encore le cœur d'une princesse. Qu'il a l'air grand, quoiqu'il l'ait négligé, qu'il est aimable, disait-elle, et que bienheureuse est la belle à qui son cœur est engagé. D'une robe de rien, s'il m'avait honoré, je m'en trouverais plus pareille que de toutes celles que j'ai. Un jour, le jeune prince, errant à l'aventure de basse-cour en basse-cour, passa dans une allée obscure où de Podane était l'humble séjour. Par hasard, il mit l'œil au trou de la serrure. Comme il était fête ce jour, elle avait pris une riche parure, et ses superbes vêtements, qui, tissus de fin or et de gros diamants, égalaient du soleil la clarté la plus pure. Le prince, au gré de son désir, la contemple et ne peut qu'à peine, en la voyant, reprendre haleine, tant il est comblé de plaisir. Quels que soient les habits, la beauté du visage, son beau tour, sa vive blancheur, ses traits fins, sa jeune fraîcheur, le touchent 100 fois davantage. Plus encore, une sage et modeste pudeur, des beautés de son âme, assuré témoignage, s'emparèrent de tout son cœur. 3 fois, dans la chaleur du feu qui le transporte, il voulut enfoncer la porte, mais croyant voir une divinité, 3 fois par le respect son bras fut arrêté. Dans le palais, pensif, il se retire, et là, nuit et jour, il soupire. Il ne veut plus aller au bal, quoi qu'on soit dans le carnaval. Il hait la chasse, il hait la comédie. Il n'a plus d'appétit, tout lui fait mal au cœur. Et le fond de sa maladie est une tristesse et mortelle langueur. Il s'enquit quelle était cette nymphe admirable qui demeurait dans une basse cour, au fond d'une allée effroyable où l'on ne voit goutte en plein jour. C'est, lui dit-on, Podane, en rien nymphe ni belle, et que Podane on appelle, à cause de la peau qu'elle met sur son cou, qu'elle met sur son cou. De l'amour,
C'est le vrai remède, la bête en un mot la plus laide qu'on puisse voir après le loup. On a beau dire, il ne saurait le croire. Les traits que l'amour a tracés, toujours présents à sa mémoire, n'en seront jamais effacés. Cependant, la reine, sa mère, qui n'a que lui d'enfant, pleure et se désespère. De déclarer son mal, elle le presse en vain. Il gémit, il pleure, il soupire, il ne dit rien, si ce n'est qu'il désire que Podane lui fasse un gâteau de sa main. Et la mère ne sait ce que son fils veut dire. Ô ciel, madame, lui dit-on, cette Podane est une noire taupe, plus vilaine encore et plus gaupe que le plus sale marmiton. N'importe, dit la reine, il le faut satisfaire, et c'est à cela seul que nous devons songer. Il aurait eu de l'or, il aurait eu de l'or tant l'aimait cette mère s'il en avait voulu manger. Podane, donc, prend sa farine qu'elle avait fait bluter exprès pour rendre sa pâte plus fine, son sel, son beurre et ses œufs frais, et pour bien faire sa galette, s'enferme seule en sa chambrette. D'abord, elle se décrassa les mains, les bras et le visage, et prit un corps d'argent que vite elle lassa, pour dignement faire l'ouvrage qu'aussitôt elle commença. On dit qu'en travaillant un peu trop à la hâte, de son doigt par hasard, il tomba dans la pâte un de ses anneaux de grand prix. Mais ceux qu'on tient savoir le fin de cette histoire assurent que par elle exprès il y fut mis. Et pour moi, franchement, je l'oserais bien croire. Fort sûr que quand le prince à sa porte aborda et par le trou le regarda, elle s'en était aperçue. Sur ce point, la femme est si drue et son œil va si promptement qu'on ne peut la voir un moment qu'elle ne sache qu'on l'a vue. Je suis bien sûr encore, et j'en ferai serment, qu'elle ne douta point que de son jeune amant la bague ne fût bien reçue. On ne pétrit jamais un si friand morceau, et le prince trouva la galette si bonne qu'il ne s'en fallut rien que d'une faim gloutonne qu'il n'avala aussi l'anneau. Quand il en vit l'émeraude admirable et du jonc d'or le cercle étroit qui marquait la forme du doigt, son cœur en fut touché d'une joie incroyable. Sous son chevet, il le mit à l'instant, et son mal toujours augmentant, les médecins sages d'expérience, en le voyant maigrir de jour en jour, jugèrent tous par leur grande science qu'il était malade d'amour. Comme l'hymen, quelque mal qu'on en dit, est un remède exquis pour cette maladie, on conclut à le marier. Il s'en fit quelque temps prier, puis dit « Je le veux bien, pourvu que l'on me donne en mariage la personne pour qui cet anneau sera bon. » À cette bizarre demande, de la reine et du roi la surprise fut grande, mais il était si mal qu'on n'osa dire non. Voilà donc qu'on se met en quête de celle que l'anneau, sans nul égard du sang, doit placer dans un si haut rang. Il n'en est point qui ne s'apprête à venir présenter son doigt, ni qui veuille céder son droit. Le bruit ayant couru que pour prétendre au prince, il faut avoir le doigt bien mince, tout charlatan pour être bienvenu dit qu'il a le secret de le rendre menu. L'une, en suivant son bizarre caprice, comme une rave le ratisse, l'autre en coupe un petit morceau, une autre en le pressant croit qu'elle l'apetisse, et l'autre avec de certaines eaux, pour le rendre moins gros, en fait tomber la peau. Il n'en est enfin point de manœuvre qu'une dame ne mette en œuvre pour faire que son doigt cadre bien à l'anneau. L'essai fut commencé par les jeunes princesses, les marquises et les duchesses, mais leurs doigts, quoique délicats, étaient trop gros et n'entraient pas. Les comtesses et les baronnes, et toutes les nobles personnes, comme elles, tour à tour, présentèrent leurs mains et la présentèrent en vain.
Ensuite vinrent les grisettes, dont les jolis et menus doigts, car il en est de très bien faites, semblèrent à l'anneau s'ajuster quelquefois, mais la bague, toujours trop petite ou trop ronde, d'un dédain presque égal, rebutait tout le monde. Il fallut en venir enfin aux servantes, aux cuisinières, aux tortillons, aux dindonnières, en un mot à tout le fretin, dont les rouges et noires pattes, non moins que les mains délicates, espéraient un heureux destin. Il s'est présenta maintes filles, dont le doigt gros et ramassé, dans la bague du prince, eût aussi peu passé qu'un câble au travers d'une aiguille. On crut enfin que c'était fait, car il ne restait en effet que la pauvre peau d'âne au fond de la cuisine. Mais comment croire, disait-on, qu'à régner le ciel la destine? Le prince dit, et pourquoi non, qu'on la fasse venir. Chacun se prit à rire, criant tout haut, que veut-on dire de faire entrer ici cette sale guenon? Mais lorsqu'elle tira de dessous sa peau noire une petite main qui semblait de l'ivoire, qu'un peu de pourpre a coloré, et que de la bague fatale, d'une justesse sans égale, son petit doigt fut entouré, la cour fut dans une surprise qui ne peut pas être comprise. On la menait au roi dans ce transport subit, mais elle le demanda qu'avant que de paraître devant son seigneur et son maître, on lui donna le temps de prendre un autre habit. De cet habit, pour la vérité dire, de tous côtés on s'apprêtait à rire. Mais lorsqu'elle arriva dans les appartements, et qu'elle eut traversé les salles avec ses pompeux vêtements, dont les riches beautés n'eurent jamais d'égal que ses aimables cheveux blonds mêlés de diamants dont la vive lumière en faisait autant de rayons, que ses yeux bleus, grands, doux et longs, qui, pleins d'une majesté fière, ne regardent jamais sans plaire et sans blesser, et que sa taille, enfin, si menue et si fine, qu'avec les deux mains on eût pu l'embrasser, montrèrent leurs appas et leur grâce divine. Des dames de la cour et de leurs ornements tombèrent tous les agréments. Dans la joie et le bruit de toute l'assemblée, le bon roi ne se sentait pas de voir sa bru posséder tant d'appas. La reine en était affolée, et le prince, son cher amant, de sans plaisir l'âme comblée, succombait sous le poids de son ravissement. Pour l'hymen, aussitôt, chacun prit ses mesures. Le monarque en pria tous les rois d'alentour, qui, tous brillants de diverses parures, quittèrent leurs états pour être à ce grand jour. On en vit arriver des climats de l'aurore, montés sur de grands éléphants. Il en vint du rivage maure, qui, plus noir et plus laid encore, faisait peur aux petits enfants. Enfin, de tous les coins du monde, il en débarque, et la cour en abonde. Mais nul prince, nul potentat n'y parut avec tant d'éclat que le père de l'épousée, qui, dès l'autrefois amoureux, avait, avec le temps, purifié les feux dont son âme était embrasée. Il en avait banni tout désir criminel, et de cette odieuse flamme, le peu qui restait dans son âme n'en rendait que plus vif son amour paternel. Dès qu'il la vit, que béni soit le ciel qui veut bien que je te revoie, ma chère enfant, dit-il. Que béni soit le ciel qui veut bien que je te revoie, ma chère enfant, dit-il. Et tout, pleurant de joie, courut tendrement l'embrasser. Chacun, à son bonheur, voulut s'intéresser. Et le futur époux était ravi d'apprendre que d'un roi si puissant, il devenait le gendre. Dans ce moment, la marraine arriva qui raconta toute l'histoire, et par son récit acheva de combler peau d'âne de gloire. Il n'est pas malaisé de voir que le but de ce conte est qu'un enfant apprenne qu'il vaut mieux s'exposer à la plus rude peine que de manquer à son devoir, que la vertu peut être infortunée, mais qu'elle est toujours couronnée, que contre un fol amour et ses fougueux transports, la raison la plus forte est une faible digue, et qu'il n'est point de si riche trésor dont un amant ne soit prodigue, que de l'eau claire et du pain bis suffisent pour la nourriture de toute jeune créature, pourvu qu'elle ait de beaux habits, que sous le ciel
Il n'est point de femelle qui ne s'imagine être belle et qui souvent ne s'imagine encore que si des trois beautés la fameuse querelle s'était démêlée avec elle, elle aurait eu la pomme d'or. Le conte de Podane est difficile à croire, mais tant que dans le monde on aura des enfants, des mères et des mères grands, on en gardera la mémoire. Alors, moi, ce que je vous propose par rapport à Podane, alors n'hésitez pas dans le chat, bien sûr, à converser, à gloser un petit peu sur ce qu'on vient de dire. Vous avez dû... je crois que je suis passé un petit peu très rapidement et j'ai fait un peu la grimace sur ce que j'ai lu à un moment donné, mais on va reprendre petit à petit le temps qu'on lise le dernier conte que je dois lire parce que bon, j'y tiens. Il est assez court d'ailleurs, hein, c'est Le Roi Grenouille et Henri de Fer. Je vais attendre un petit peu avant de le lire celui-ci. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on revienne un petit peu sur les termes un petit peu techniques du vocabulaire de l'époque. Alors, Podane. Alors, au départ, le conte était dédié à Madame Marquise de L, 3 petits points. Et donc, il s'agissait de la marquise de Lambert, qui tenait un salon réputé. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais dans les salons, il y avait des salons littéraires ou des salons tout court, où on lisait justement des contes, on lisait des... c'est un peu, on va dire, comment dire, les ancêtres de nos plateaux de télé sur lesquels on parle littérature, par exemple. Donc il s'agit de la marquise de Lambert. Oui, pareil, il y avait des salons, alors un peu plus grivois forcément, on lisait également des contes érotiques, des lectures érotiques. Ces lectures-là, il faut savoir que Jean de La Fontaine s'est fait connaître au départ par ses contes érotiques. C'est vrai de la part de pas mal d'auteurs. C'est un peu comme Pierre Bachelet, sa première chanson, c'était Emmanuel. Pour les adultes, justement pour la team 81, ça vous parlera forcément Emmanuel, puisque c'était les premiers films érotiques qu'on avait à l'écran. Et Pierre Bachelet, c'est lui qui a écrit et qui a mis en chanson et qui a chanté d'ailleurs Emmanuel. Fin de l'autre parenthèse. Quand il dit aussi dans Podane, quand de certains moments l'esprit le plus parfait peut aimer sans rougir jusqu'aux marionnettes, les théâtres de marionnettes donc étaient présents à Paris dès la fin du XVIe siècle. Voilà. Il faudrait faire des recherches et savoir si dans les spectacles de marionnettes, moi qui suis lyonnais d'adoption depuis 2000, on savait qu'on a quand même un marionnettiste qui était quand même assez connu, qui est Mourguet et qui a créé, je vous le donne en mille, qui a créé, allez, la marionnette la plus connue qu'on puisse connaître. Bon, Van Dreyck, il est lyonnais, donc normalement il doit savoir. Guignol, exactement, c'est Guignol. Et d'ailleurs, pour information, la Mourguet, en fait, à la base, c'était un arracheur de dents. Et justement, pour distraire les gens qui passaient enfin, c'était pas le dentiste, hein, c'était l'arracheur de dents, qui passait chez lui, eh bien, il les faisait rire. Il les faisait rire avec un guignol. Et pendant que les gens rigolaient, clac, on t'arrachait une petite dent. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, pour ceux qui écoutent le Chat Conteur, venez sur Lyon. Et puis, je vous conseille d'aller place Mourguet, justement, aller au théâtre de Guignol. Quand on dit de toute manière, c'est de toutes sortes. Alors voilà, si c'était pas clair pour vous, mais lorsque vous saurez ces vertus non pareilles, Alan, vous ne trouverez pas que l'honneur fut trop grand. Tel est si net le forme à la nature qu'il ne faisait jamais d'ordure, donc vous n'avez pas de bouse, de caca, mais bien beaux écus au soleil et louis de toute manière, donc de toutes les sortes, des louis d'or, etc., etc. C'est comme ça que le roi était, voilà. Quand on parle de la faculté de médecine, bien évidemment, mais ni la faculté qui le grec étudie, hein, c'est au moment où la reine tombe malade, ni les charlatans ayant cours en vogue à la mode. Et comme un serment surpris avec adresse, ça veut dire obtenu inopinément. Comme un serment, voilà. Donc il était tranquille le roi. Bon, le roi était, donc vous l'avez compris, est tombé amoureux de sa propre fille. Blah. Qu'est-ce qu'on avait d'autre qui n'était pas clair? Alors oui, il y avait des termes. Alors oui, il faut savoir qu'à l'époque, au XVIIe, hein, on s'exprimait sur...
On avait toujours les anciens, les Grecs. Donc, on parle de certaines choses du grec, du grec, de la mythologie grecque. Le second jour ne luisait pas encore qu'on apporta la robe désirée, le plus beau bleu de l'empyrée. L'empyrée, terme donné par les anciens à la partie la plus haute des cieux, chers amis. Lors même qu'au milieu de son cours diligent, diligent, hein, c'est sa course rapide et appliquée, hein. Quand on dit à quelqu'un merci de ta diligence, bon, ça se dit plus trop aujourd'hui, mais merci de votre diligence, c'est parfois dans les mails ou dans les courriels ou dans les courriers tout court, c'est merci de votre diligence, c'est grouille-toi, dépêche-toi, tu te dépêches s'il te plaît. Merci de ta diligence, faut que ça soit fait ASAP, comme on dit en bon franglais aujourd'hui. As soon as possible. C'est super mon anglais, hein. D'où vient le nom d'empire pour un pouvoir plus grand que la royauté? D'où vient le nom d'empire? Attends, l'empiré, ça serait... ça a donné empire du coup? Van Drake? Ça serait étonnant ça. Ah oui, d'accord, ok, bon bah très bien. Bah merci pour ce... Moi j'adore cette émission parce que bah, on vous fait... Voilà, je vous lis des contes, des histoires, et puis à côté de ça, on ne s'empêche pas de se cultiver un petit peu. Je pense que je peux vérifier. Ouais, ouais, c'est bien de vérifier quand même un peu. C'est bien toujours de vérifier ses sources. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'on avait? Fit venir aussitôt un riche lapidaire. Lapidaire, c'est un tailleur de pierres précieuses. Que le blond amant de Climène... Alors oui, alors attendez, je vais reprendre un petit peu plus haut. Car l'ouvrier industrieux, donc industrieux, il est bosseur, hein, le mec, avant la fin de la semaine, fit apporter l'ouvrage précieux, si beau, si vif, si radieux, que le blond amant de Climène, l'amant de Climène, Climène, c'est dans la mythologie grecque, femme qui avait pour amant le dieu du soleil. Donc c'est au moment où justement le fameux lapidaire doit construire comment ça s'appelle? Doit fabriquer, pardon, pas construire, fabriquer le vêtement d'or, du soleil. Alors, pareil, voilà, dans l'ancien français, en tout cas dans le bon François du 18e, sa marraine survint et lui représenta que quand on fait le bien, on ne doit jamais craindre, qu'il faut laisser penser au roi, qui est tout à fait disposé à subir avec lui la conjugale loi, mais qu'au même moment, seule et bien aiguisée, il faut qu'elle s'en aille en quelque état lointain. Ouais, d'ailleurs, je n'ai pas très bien lu ça, parce que normalement, ça se dit une traite. Parce qu'effectivement, ce qu'on doit comprendre ici, c'est qu'elle lui dit, bah, tu feins que tu vas accepter le mariage, par contre, dans le même temps, tu te barres. Et sa marraine survint, lui représenta, c'est-à-dire lui expliqua. C'est marrant parce que quand elle lui donne la baguette avec comment dire, le coffre qui va lui suivre, ça me fait penser à une œuvre de fantasy que Van Drake d'ailleurs connaît. Il y a un jeu point and click qui a été créé dessus. Bah voilà, Discworld. Discworld. Exactement. C'est si vous ne connaissez pas l'œuvre de Terry Pratchett, la 8e couleur, il faut absolument que vous lisiez ce chef-d'œuvre de la fantaisie débile. C'est de la fantaisie débile, mais très bien écrite. C'est-à-dire que c'est comment dire, le disque monde. Le héros s'appelle Rincevent. C'est un sorcier tout pourri. Il sait pas faire de magie. Il est tout pété, ce mec. C'est un anti-héros de base. Mal rasé, tout mal fagoté, le gars. Et en fait, il a un coffre qui le suit en permanence. Un coffre avec des surmontés qui le suit parce qu'il est surmonté de jambes, en fait, le truc. Donc c'est pour ça, ça m'a fait penser à ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Étachée pour servir une place. Ah oui, donc la fante, elle fuit. Elle fuit le royaume, elle fuit son père. L'infante, cependant, poursuivait son chemin, le visage couvert d'une vilaine crasse, et tous passant, elle tendait la main. Elle tâchait pour servir, de trouver une place pour servir, c'est-à-dire qu'elle cherchait une place de servante. Là, elle trouve une métairie. Donc une métairie, c'est une grande ferme, hein, une grande ferme assez complexe, où la fermière avait besoin d'une souillon dont l'industrie. L'industrie, ça veut dire quoi? L'industrie, c'est le savoir-faire. Et il ne savait quelle pièce lui faire, c'est-à-dire quelle méchanceté lui faire. Voilà. Il s'appelle comment le chat? Salut, salut Cookie. Alors le chat que tu dois voir ici, il s'appelle Nero. C'est Nero, c'est le plus jeune de mes deux chats. Donc l'émission s'appelle le chat compteur parce que bah, du coup j'ai deux chats. Et si tu veux, je peux appeler Ripley.
Parce que Replay, depuis que je suis rentré à la maison, et bah du coup, il me réclame à chaque fois. Replay, Replay, mon chat. Tu veux faire câlin? Tu veux faire câlin? Tu veux faire câlin? Viens, mon chat. Alors voilà. Alors ça, c'est le truc. Voilà. Et donc, tu vas voir. Donc, Nero, c'est le plus jeune. Et Replay, voilà, c'est mon aîné. C'est mon chat aîné. Voilà. Et ça, c'est Replay. Mmh. Ça, c'est Replay. Donc, Replay, c'est un chat qui a 7 ans. Voilà, il a eu 7 ans au mois de mars, 29 mars. Et Nero, qui lui est plus du mois de juin. Si je dis pas de Attends, mois de juin ou du mois de. Ah non, 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 non. Lui, on avait récupéré, c'était au mois de. Si, c'était avril. Je crois que c'est avril. Faudrait que je regarde mes cartes de. Mes cartes, comme les deux sont pucées, il faudrait que je regarde mes cartes. Voilà, voilà. Donc bah écoute, donc voilà, donc c'est Nero que tu vois là et Ripley qui est là. Et donc j'ai mis une petite kitty cam, voilà, pour qu'on puisse voir les deux petits loups. Et voilà, et Nero qui, en fait, son petit visage, son petite absence de menton, en fait, voilà, c'est la mignonitude. Voilà, enfin bon, bah, je crois qu'on dit tous ça de nos chats, de nos compagnons de vie. Mais voilà, c'est vraiment mes deux chats qui, voilà, c'est mes deux compagnons de route. Voilà, je suis ravi de les avoir ces deux-là. Donc voilà, donc, et puis donc Ripley qui a un sacré caractère, donc 7 ans, et Nero qui a 5 ans du coup. Voilà, 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 mes deux petits chats. Et donc du coup, comme on a un micro juste là, ce qui est super chou aussi, c'est que du coup, on a de la ronron thérapie. Mon chat. Oh, oui. Donc je vous conseille de mettre un petit micro. On se met en mode ASMR. ASMR ronron. Voilà, voilà. Donc ouais, c'est vraiment... voilà. Et puis bah, je salue aussi Jiku. Salut. Donc bah, salut tout le monde, quoi. Et puis bienvenue sur le chat compteur. Voilà, voilà, c'est mes deux petits chats. Et donc voilà, pour vous présenter rapidement l'émission, donc je lis du conte. Du roman de la poésie. Donc pour l'instant, c'est du conte de Grimm et de Perrault. Donc là pour ce soir, eh bien, j'ai lu donc Podane. Bah, j'étais sur du vocabulaire de Podane. Pour expliquer un petit peu, peut-être deux, trois petites choses un petit peu complexes de cet ancien français du XVIIe et puis de fin XVIIe. On a lu aussi Le Roi d'or de Grimm au départ, et là je vais lire ensuite Le Roi Grenouille et Henri de Fer, qui sont qui est un conte des frères Grimm, et qui est le tout premier, vraiment le tout tout premier de l'œuvre originale des frères Grimm en fait, de leur recueil de contes. Voilà. Ça va, mon chat? Oui. Oui. Moi, je suis le maman câlin. Ah, 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 ah. Il me tire le poil. Il me tire le... Ah! Il me tire le poil. Non. Non. Pas les dents. Ah, mon chat. On entend bien? On entend bien, mon petit chat? Alors, en attendant, du coup, on va reprendre un petit peu revenons à nos moutons. Tout du moins à notre peau d'âne. Alors, du coup, le fils du roi, dans ce charmant séjour, venait souvent au retour de la chasse, se reposer, boire à la glace. Alors, boire à la glace, ça veut dire quoi? À la galerie souterraine. Donc, on imagine que là, c'est l'été, il fait super chaud, et du coup, ils boivent à la glace. Ça, c'est marrant, hein. Donc, ils se mettent dans une galerie souterraine, certainement dans le caviste du coin, hein, c'est le fils du roi, donc à mon avis, il doit s'en jeter un petit, comme ça. Avec les seigneurs de sa cour, tel ne fut point le beau Céphale. Alors, qu'est-ce que c'est que le beau Céphale? Céphale, c'était un héros grec qui testa l'amour de sa femme. Bon, bah voilà. Voilà, donc si vous voulez vous replonger dans les mythologies grecques, ce que je vous recommande, je ferai à un moment donné dans cette émission, pareil, c'est un truc que j'ai envie de faire avec vous. Peut-être que je réécrirai moi-même en fait, parce que forcément, il faut pas que je lise des choses qui ne sont pas tombées dans le domaine public, j'ai pas le droit. Euh, bon là, j'ai pas assez de viewers. Enfin, voilà, je ne fais pas du tout. Il y a aucun commerce qui est fait de ma lecture de compte, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, parce que du coup, il me faut 50 followers. J'ai pas de sub. Sur YouTube, pareil, je ne touche rien. Par contre, la plateforme, elle, se rince bien sûr avec une petite pub quand vous arrivez sur la plateforme, enfin, sur le stream. Mais j'essaierai de réécrire, ou alors j'essaierai de vous raconter en live euh,
de la mythologie grecque. Je pense que ça serait cool. Est-ce que ça serait une bonne idée, ça? Si, est-ce que ça serait bien, ça, tiens, de passer du temps à, plutôt que de faire de la lecture live, de vous présenter un petit peu des histoires. Ouais, faudrait que pas que je les apprenne par cœur, mais que je vous parle en fait d'une tranche de vie des dieux grecs. Je sais pas, c'est une proposition comme ça. Je sais pas, me dites-moi si ça vaudrait le coup. Mais moi, j'aimerais bien ouais, aborder un petit peu la mythologie grecque, ça peut être cool. Il y a plein de choses à dire, il y a plein de personnages. On connaît bien sûr les grandes lignes hein, de la mythologie grecque, mais c'est tellement foisonnant la mythologie. Donc le Bocéphale, donc voilà. Alors, comme il était fête ce jour, bah fête ce jour, ça veut dire c'était jour de fête, hein, voilà. Quand on dit il est la chasse, il est la comédie, donc c'est le théâtre. Ah ouais, il y avait un truc aussi. Souillon malpropre. Ah oui, au ciel, madame, lui dit-on, cette peau d'âne est une noire taupe. Alors, t'imagines un peu comment on traite les gens, quoi. Plus vilaine encore et plus gaupe. Gaupe, G-A-U-P-E, ça veut dire souillon, malpropre. Que le plus sale marmiton. Putain, la pauvre, quoi, ce qu'elle se prend dans la tronche, quoi. Pouh. Alors, donc du coup, quand peau d'âne, en fait, quand la princesse, elle prépare un gâteau pour le fils du roi, hein, pour le prince, d'abord, elle se décrassa les mains, les bras et le visage et prit un corps. Un corps, c'est un corset d'argent que vite elle lassa pour dignement faire l'ouvrage qu'aussitôt elle commença. Bluter, ah oui, Podane donc prend sa farine qu'elle avait fait bluter exprès. Bluter, ça veut dire tamiser. Tamiser la farine. Tu veux plus? Tu veux partir? D'accord. Hop là. Ensuite, mais ceux qu'on tient savoir le fin de cette histoire, ça veut dire ceux dont on pense qu'ils connaissent le secret de la fin de cette histoire, assurent que par elle exprès il y fut mis. Le fameux anneau justement dans le gâteau. Donc voilà. Et par le trou la regarda, elle s'en était aperçue. Sur ce point, la femme, donc c'est la femme en général, la femme est si drue. Alors si drue, ça veut dire quoi? Si vive. Drue, vive. Bon, désolé mesdemoiselles. Hein, Alors, pareil, désolé pour ce que je vais lire après. En tout cas, bon, je suis passé un peu dessus, mais encore une fois, recontextualiser ce que je lis. Encore une fois, ce que je lis ne reflète pas ce que je pense, mes convictions, mes croyances, blablabla. Recontextualiser. On est sur un texte de 1691. Donc j'en parlerai après. Alors l'hymen, souvent je parle de l'hymen. L'hymen c'est quoi? C'est le mariage. Comme l'hymen, quelque mal qu'on en dit, est un remède exquis. Exquis, ça veut dire un bon remède pour cette maladie, la maladie d'amour. Hein. Le mariage, un remède à la maladie d'amour. C'est chaud quand même. Hein. Mais bon, on est en 1691, hein, les amis. Mes petits loulous. Alors, à un moment donné, oui. Alors, ce qui est bien aussi dans Podane, vous voyez le parallèle peut-être, en tout cas pour ceux qui ont suivi Podane, est-ce que ça vous fait pas penser à un conte des frères Grimm ultra connu? Il n'y a pas un moment qui vous a fait penser à un conte ultra badass? Ou justement, que j'ai lu, et où à un moment donné, une charmante jeune fille, 12 coups de minuit, la chaussure, celle qu'on doit faire essayer. En tout cas, c'est là où on voit où Perrault ne s'est pas... Enfin, c'est forcément inspiré des contes de Grimm. Enfin, c'est faire... Parce que oui, merci Van Dreyck, c'est Cendrillon. Parce qu'en fait, le truc, c'est que du coup, à un moment donné, il veut retrouver sa dulcinée, il fait essayer l'anneau à toutes les filles du royaume. Et puis on en vient justement, alors c'est marrant ça, on en vient aux servantes, aux cuisinières, aux tortillons, aux dindonnières. Alors attendez, parce que ensuite vers les grisettes. Les grisettes, c'est les jeunes filles pauvres en habit gris. Les grisettes. Les dindonnières. Les tortillons sont des servantes de village. Et les dindonnières, des jeunes filles de la campagne, gardiennes de dindons. Les dindonnières. En un mot, à tout le fretin. Waouh, le menu fretin, vous savez comment on dit. Et là, c'est traduit, c'est le bas peuple. Bon, on va essayer avec le bas peuple, les gars. Hein. Allez, vous ramenez tout le menu fretin, là, puis on fait essayer l'anneau, là, parce que... Allez, là, c'est... Parce que, bon, il y a Joe Clodo qui arrive, là. Terrible, terrible. Et alors, là, c'est violent.
Et quand justement que la pauvre peau d'âne au fond de la cuisine, mais comment croire, disait-on, qu'à régner le ciel la destine, le ciel la destine, pardon, le prince dit, et pourquoi non, qu'on la fasse venir. Tu vois, le prince, ce qui est vachement bien, c'est que le prince, lui, il sait à qui il s'adresse. Il sait très bien qu'on va en venir à peau d'âne, mais ce qui est vachement bien, c'est que le prince, lui, les apparences, il a juste vu, en fait, il a juste vu la beauté chez cette fille, quoi. Il a fait waouh. Et donc, du coup, chacun se prit à rire, criant tout haut: que veut-on dire de faire entrer ici cette sale guenon? Putain, c'est violent. Donc, de faire entrer, qu'est-ce que cela signifie? Et donc, je suis désolé, hein, il y a eu un moment donné, c'est que quand ils ont invité comment dire, là, pour célébrer tout, on a invité tous les princes, tous les rois de tous les royaumes, etc. On a invité tout le monde et on a envie arriver des climats de l'aurore, donc le sud. Monté sur de grands éléphants, il en vint du rivage mort, donc mort, hein, comme les morts qui s'étaient installés en Corse, hein, qui, plus noir et plus laid encore, mon Dieu, qu'est-ce que je lis là, faisait peur aux petits enfants. Mais sérieux, quoi. Vous voyez, en 1691, c'est violent, hein, 1691, esclavagisme. Hein. Alors, c'est le tout premier conte. Tac, et puis après, bah, je pense, ouais, déjà 10h30, on va finir. Alors, ça va que le roi grenouille ou Henri de Fer, il est quand même assez court. Donc, pour celles et ceux qui nous ont rejoints sur le chat conteur, donc c'est le conte pour les enfants et la maison des frères Grimm. Je vous vraiment recommande, encore une fois, une énième fois, ces 2 volumes. Vous avez 2 volumes, hein, puis vous allez voir, c'est bien 2 beaux pavés, parce que 2 beaux volumes, parce que ben, vous avez l'intégrale qui ont été traduits, quoi. Donc c'est magnifique. Donc je remercie, encore merci aux éditions José Corti de m'avoir permis d'avoir lu 12 contes au fil de l'ensemble de mes lives. Donc bah, bien sûr, moi je retrouverai d'autres contes de Grimm qui sont tombés dans... Enfin voilà, d'autres contes de Grimm via la Bibliothèque nationale française. Et petit à petit, je vais glisser sur 2 choses, puisque Perrault, bah, j'ai quasiment tout lu. Pour le roi grenouille, enfin pour le roi grenouille, pour Grimm, pareil, malheureusement, je ne lirai pas les autres parce que bah, j'ai pas le droit et je n'en lirai pas plus. Mais je vous conseille vraiment instamment d'avoir ça en livre de chevet, de les lire, enfin de les lire pour vous, de les lire pour vos enfants. Voilà. Les rêves sont disponibles dans les vidéos YouTube ici. Merci beaucoup, Van Drake. Super, merci beaucoup. Alors, le roi grenouille ou Henri de Fer. Dans des temps anciens, quand les souhaits servaient encore à quelque chose, vivait un roi. Ses filles étaient toutes belles, mais la plus jeune était si belle que le soleil lui-même, qui a pourtant vu tant de choses, s'étonnait chaque fois qu'il illuminait son visage. Près du château du roi se trouvait une grande et sombre forêt, et dans cette forêt, sous un vieux tilleul, il y avait un puits. Quand la journée était très chaude, la fille du roi sortait dans la forêt et s'asseyait au frais, au bord du puits. Et quand elle s'ennuyait, elle prenait une balle en or, la lançait en l'air et la rattrapait. C'était là son jeu préféré. Mais un jour, la balle en or de la fille du roi ne retomba pas dans sa petite main qu'elle avait tendue en l'air. Elle rebondit par terre tout près d'elle et roula tout droit vers l'eau. La fille du roi la suivit des yeux et soudain, la balle disparut. Le puits était profond, si profond qu'on ne pouvait en voir le fond. La fille du roi fondit en larmes et se mit à pleurer de plus en plus fort, sans parvenir à se consoler. Et pendant qu'elle était là, à se lamenter, quelqu'un lui cria: « Que t'arrive-t-il, fille du roi ? Tes cris fendraient le cœur à une pierre. » Elle regarda autour d'elle pour voir d'où venait la voix, et vit une grenouille qui sortait de l'eau, sa grosse tête hideuse. « Ah, c'est toi, vieille pataugeuse, dit-elle. Je pleure à cause de ma balle en or qui est tombée dans le puits. »« Calme-toi et cesse de pleurer, lui répondit la grenouille. Je peux t'aider. Mais si je remonte ton jouet à la surface, que me donneras-tu en échange ? » Tout ce que tu voudras, chère grenouille, dit la fille du roi. Mes vêtements, mes perles et mes pierres précieuses, et même la couronne d'or que je porte.
tes vêtements, tes perles et tes pierres précieuses et même ta couronne d'or, je n'en veux pas. Mais si tu veux bien m'aimer et si tu acceptes que je sois ton ami et ton compagnon de jeu, que je m'asseye à ta petite table, que je mange dans ta petite assiette en or, que je boive dans ton petit verre et que je dorme dans ton petit lit, si tu me promets cela, alors je veux bien descendre au fond du puits et aller chercher ta balle en or. Mais oui, lui répondit la fille du roi, je te promets tout ce que tu voudras, pourvu seulement que tu me rendes ma balle. Cependant, elle se dit en elle-même, qu'est-ce que cette grenouille stupide peut bien raconter? Elle vit dans l'eau et coasse avec ses semblables, et ne saurait être le compagnon d'un être humain. Quant à la grenouille, une fois que la fille du roi lui eut donné son accord, elle mit la tête sous l'eau, descendit au fond, et peu après remonta à la surface. Elle tenait dans sa bouche la balle en or et la jeta dans l'herbe. À la vue de son beau jouet, la fille du roi fut remplie de joie. Elle ramassa la balle et s'éloigna en courant. Attends, attends, cria la grenouille à sa suite. Prends-moi avec toi, je ne peux pas courir aussi vite, moi. Mais elle eut beau coasser aussi fort qu'elle pouvait. Quoi, quoi. La fille du roi ne l'écouta pas. Elle rentra bien vite chez elle et eut vite fait d'oublier la pauvre grenouille qui fut bien obligée de retourner dans son puits. Le lendemain, comme la fille du roi avait pris place à table avec le roi et toute la cour et qu'elle mangeait dans sa petite assiette en or, quelque chose grimpa l'escalier de marbre, plic, ploc, et une fois en haut, cette chose frappa à la porte et dit « Fille du roi, Cadette, ouvre-moi !» Celle-ci accourut pour voir qui c'était, mais quand elle ouvrit et qu'elle vit la grenouille dehors, elle referma violemment la porte et regagna sa place à table. Elle avait grand-peur. Le roi vit bien que son cœur battait à tout rompre et lui dit « Mon enfant, de quoi as-tu peur ? Y aurait-il derrière la porte un géant qui voudrait t'emmener avec lui ?»« Oh non, répondit-elle, ce n'est pas un géant, mais une vilaine grenouille. »« Mais que te veut-elle ?»« Ah, très cher père, pendant que je jouais hier dans la forêt, près du puits, ma balle en or est tombée dans l'eau. Et comme je pleurais si amèrement, la grenouille est allée la chercher au fond de l'eau. Et comme elle l'exigeait absolument, je lui ai promis qu'elle serait mon compagnon. Mais je ne pensais pas qu'elle pût sortir de son puits. Et maintenant, elle est là, dehors, elle veut entrer pour me voir. » À ce moment-là, on frappa une seconde fois, et une voix dit « Fille du roi, Cadette, ouvre-moi. Ne sais-tu plus ce qu'hier tu m'as près de l'eau fraîche du puits? Fille du roi, Cadette, ouvre-moi. » Je reprends. « Fille du roi, Cadette, ouvre-moi. Ne sais-tu plus ce qu'hier tu m'as dit près de l'eau fraîche du puits? Fille du roi, Cadette, ouvre-moi. » Le roi dit alors « Si tu as fait une promesse, tu dois la tenir. Va et ouvre-lui la porte. » Elle alla ouvrir et la grenouille entra en sautillant, lui emboîta le pas et la suivit jusqu'à sa chaise. Une fois assise là, la grenouille lui dit « Prends-moi et pose-moi à côté de toi. » La fille du roi hésita jusqu'à ce que le roi finisse par lui ordonner de le faire. Une fois que la grenouille fut sur sa chaise, elle voulut aller sur la table et quand la fille du roi l'y eut posée, elle lui dit « Maintenant, approche un peu de moi, ta petite assiette en or, pour que nous mangions ensemble. » La fille du roi s'exécuta, certes, mais on voyait bien qu'elle le faisait à contre-cœur. La grenouille se mit à manger de bon appétit, mais la fille du roi, elle, s'étouffait presque à chaque bouchée. La grenouille lui dit finalement « J'ai bien mangé et je suis fatiguée. Maintenant, porte-moi donc dans ta petite chambre et prépare-moi ton petit lit de soie, nous allons nous coucher. » La fille du roi fondit en larmes. Elle avait peur de la grenouille toute froide qu'elle n'osait pas toucher. Et voilà que maintenant, la grenouille devait dormir dans son joli petit lit tout propre au drap de soie. Le roi se mit alors en colère et lui parla ainsi. « Celui qui t'a aidé dans ton malheur, tu ne dois pas le mépriser par la suite. » La fille du roi prit alors la grenouille entre deux doigts et la posa dans un coin de sa chambre. Mais quand elle fut couchée dans son lit, la grenouille s'approcha d'elle et lui dit « Je suis fatiguée et j'aimerais être aussi bien installée que toi pour dormir. Prends-moi dans ton lit, sinon je le dirai à ton père. » C'est alors que la colère de la fille du roi fut à son comble. Et elle prit la grenouille et la jeta de toutes ses forces contre le mur. « À présent, tu vas te tenir tranquille, vilaine grenouille !» Quand celle-ci retomba par terre, ce n'était plus une grenouille, mais un fils de roi
qui la regardait tendrement de ses beaux yeux. Par la volonté de son père, il devint son compagnon bien-aimé et son époux. Il raconta alors à la fille du roi qu'il avait été ensorcelé par une méchante sorcière, que personne d'autre qu'elle n'aurait pu le délivrer et que, le lendemain, il l'emmènerait avec lui dans son royaume. Puis, ils s'endormirent, et le matin suivant, quand le soleil les réveilla, il arriva une voiture attelée de 8 chevaux blancs. Leur tête était ornée de plumes d'autruche, et ils portaient des harnais d'or. À l'arrière se tenait le serviteur du jeune roi, le fidèle Henri. Le fidèle Henri avait eu tant de chagrin quand son maître avait été changé en grenouille, qu'il avait fait cercler son cœur de 3 cerceaux de fer pour empêcher que la douleur et le chagrin ne le fissent éclater. Cette voiture devait emmener le jeune roi dans son royaume. Le fidèle Henri les fit monter tous les deux, reprit sa place à l'arrière de la voiture, et il se réjouissait de la délivrance de son maître. Après qu'ils eurent roulé un moment, le fils du roi entendit un craquement derrière lui, comme si quelque chose s'était cassé. Il se retourna et cria « Henri, la voiture se brise !»« Non, maître, ce n'est pas la voiture, c'est un cerceau de mon cœur qui était en proie à une si grande douleur quand, dans le puits, vous étiez en grenouille transformée. » Pendant la route, un second craquement se fit entendre, puis encore un autre, et à chaque fois, le fils de roi croyait que la voiture se cassait. Mais ce n'étaient que les cerceaux qui enserraient le cœur du fidèle Henri. Ils éclataient parce que son maître était à présent délivré et heureux. Voilà, donc ça c'est le premier conte qui ouvre en fait l'œuvre des frères Grimm. Donc ça s'appelle Le Roi Grenouille ou Henri de Fer. Donc on comprend mieux pourquoi le Henri de Fer. Ah bah voilà, Grenouille en vadrouille, salut. Bienvenue sur le Chat Conteur, coucou. Vous voyez qu'il est très très court ce conte. Parce qu'au départ, donc c'est la fille d'un roi qui arrive sur un puits, elle perd sa balle en or dans le puits, une grenouille remonte, et donc du coup va lui donner donc sa balle d'or, mais à la condition que la grenouille, à condition que la fille prenne la grenouille avec elle et lui fasse un petit peu ses 4 volontés. Ce qui est hallucinant quand même, c'est que la grenouille se transforme en beau jeune homme, voilà, une fois que la jeune fille a pris la grenouille, il l'a balancée contre un mur. La violence, quoi. C'est-à-dire, donc, du coup, est-ce qu'il faut dire aux jeunes... Donc, est-ce que la morale de cette histoire, c'est... Alors, les jeunes filles, ce que vous devez faire avec les garçons, c'est une bonne claque dans leur tronche et vous allez voir, ils vont être super gentils. Ils vont être super beaux. Vous allez voir, ils vont être doux comme des agneaux. Les hommes, les filles, c'est à coup de trick. Alors, non. Donc du coup, alors c'est marrant parce que entre l'extrait de conte que je vous ai lu tout à l'heure de Perrault, où c'est un mec qui dit les femmes à la baguette, là, là c'est plutôt non, 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 pas les femmes à la baguette, là ça sera les hommes à la trique, à la baguette. C'est waouh, un coup de pied aux fesses, ça marche aussi. Je ne porte aucun jugement. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça, tant mieux pour eux. Moi non. Voilà. C'est ni à coup de trick, ni à la baguette, ni à coup de pied. Voilà, j'annonce. Mais du coup, c'est très drôle en fait. Enfin, c'est assez brutal parce que vous voyez que le conte, en fait, il fait que 4 pages. Et du coup, donc, dans le manuscrit de 1810, ce conte est écrit de la main de Wilhelm. Voilà, dans leurs commentaires, les frères Grimm notent que ce conte est originaire de Hesse. Voilà, donc la géographie. On le doit probablement à Henriette Dorothea, dite Dortchen. Je suis désolé de mon allemand, j'ai pas fait allemand. Donc peut-être que Grenouille en vadrouille m'apprendra à lire l'allemand ou à dire l'allemand. Et à part pour dire Guten Nacht ou Auf Wiedersehen. Et la future épouse de Wilhelm, donc c'est la future épouse de Wilhelm. Il faut dire qu'aussi la future épouse a donné énormément de contes aussi à Wilhelm Grimm. Et vous avez une seconde version intitulée Le Prince Grenouille, qui leur a été racontée par leur amie Marie Assenflunk le 8 mars 1813. Elle a été publiée dans le 2e volume de la première édition de 1815 au numéro 13, avant d'être reléguée dans les notes de 1822, etc., etc. Les frères Grimm signalent également une version de la région de Paderborn,
transmise par la famille Axtausen, où le récit initial se prolonge par le motif de la quête de l'époux disparu associé à celui de la fiancée oubliée. Voilà. Donc, vous voyez que les contes, ils ont été modifiés. Et donc, ce conte était intitulé à l'origine La fille de roi et le prince ensorcelé. Alors, une des modifications majeures, voilà, c'était là où je voulais en venir, est la suppression du caractère érotique de la fin du conte. Dans la version d'origine, la grenouille disait à la princesse: Je veux dormir dans ton lit. Et après la métamorphose, le conte se poursuivait ainsi. La princesse rejoignit le prince dans le lit. En outre, l'adjonction de préceptes moraux énoncés par le personnage du père: si tu as fait une promesse, tu dois la tenir. Celui qui t'a aidé dans ton malheur, tu ne dois pas le mépriser par la suite, transforme ce conte, centré à l'origine sur le motif de la délivrance de l'époux animal, en pur récit moral. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses. De manière très brutale, en fait, je trouve très brutal ce conte, dans le sens où, en fait, finalement, donc, elle prit la grenouille et la jeta de toutes ses forces contre le mur. À présent, tu vas te tenir tranquille, vilaine grenouille. Quand celle-ci retomba par terre, ce n'était plus une grenouille, mais un fils de roi qui la regardait tendrement de ses beaux yeux. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est chaud. C'est super chaud, quoi. C'est ouf. Et du coup, tout de suite après, on arrive dans un truc un peu bizarre. Donc par la volonté de son père, il devint son compagnon bien-aimé et son époux, blablabla. Et puis arrive le fidèle compagnon qui s'appelle Henri. T'as l'impression que le mec, il arrive comme un cheveu dans la soupe. Et Henri, alors c'est ça que je trouve dommage dans ce conte-là, c'est que c'est pas assez. En fait, à la fois, ça donne du grain mou, c'est-à-dire on peut imaginer plein de choses, et c'est tout le sel, on va dire, du conte. C'est que, en fait, on peut imaginer plein de choses, on peut se faire son propre film, mais en fait, il y aurait toute une histoire à construire autour de ce Henri. Le fidèle Henri avait eu tant de chagrin quand son maître avait été changé en grenouille qu'il avait fait cercler son cœur. J'en ai des frissons, de 3 cerceaux de fer pour empêcher que la douleur et le chagrin ne le fissent éclater. Moi, j'imagine que Henri, il aime son maître que par, enfin, il doit avoir une amitié sincère et folle, mais on peut imaginer aussi il l'aime en fait. Heu et enfin, c'est beau, c'est super beau en fait ce moment, parce que tu te dis, il souffre tellement de plus voir son maître, avec qui il a une affection sans borne, on peut le dire comme ça aussi, que du coup il a fait cercler son cœur. Et c'est marrant parce que moi j'ai l'image du cœur cerclé comme ça. Vraiment, vous savez, des barbelés de fer, mais un fer forgé magnifique, vous voyez, cerclé, enfin, qui cercle le cœur comme ça. Et à chaque claquement, enfin, t'imagines comment dire, le Henri, il est libéré. Tu l'imagines, enfin, il doit fondre en larmes, le gars, parce qu'en fait, il est complètement ému, retrouve son maître est libéré, son maître est heureux. Non, mais c'est super beau, mais en même temps, je trouve que ça arrive comme ça, comme un cheveu dans la soupe, quoi. C'est... Mais voilà, c'est vraiment le premier conte. Et ce que j'aime beaucoup aussi, l'introduction du conte. C'est un petit peu comme, et je vous conseille d'aller dans la toute première vidéo qui est très longue, malheureusement, il aurait fallu que je fasse le montage autrement, mais la première vidéo sur ma chaîne YouTube, je lis, enfin pour moi qui est la profession de foi, je lis la préface, une préface au Conte de Perrault. Et ça pourrait en faire partie aussi de la profession de foi de mon émission. C'est dans des temps anciens, quand les souhaits servaient encore à quelque chose, vivait un roi. Et, euh, et j'aime beaucoup ça, c'est que dans des temps anciens, quand les souhaits servaient encore à quelque chose. Et c'est ça que j'aime beaucoup, en fait, enfin, ce que j'aime beaucoup vous partager, c'est le conte de fées. Le conte de fées, pour moi, c'est comme si à une époque, la magie, elle existait encore. Et la magie, elle a disparu. Alors pourtant, on est au 19e siècle, hein, on est quand même dans l'ère de l'industrialisation. On est dans l'ère aussi de l'industrialisation, pardon, des guerres prussiennes, comment dire, comment dire, euh, la fabrication des outils pour faire mal à l'autre, en fait, atteint un apogée de dingue. On construit des canons, des fusils, enfin, on est dans une ère qui est morbide,
en fait, à cette période-là, au 19e. Certes, on a des avancées technologiques de dingue, mais derrière, ce qui est apporté, enfin d'ailleurs qu'on paye aujourd'hui, hein, qu'on le veuille ou non, on le paye vraiment aujourd'hui. Euh, et j'adore cette phrase, dans des temps anciens, quand les souhaits servaient encore à quelque chose. On sent que l'ère industrielle, et d'ailleurs je trouve que ça rejoint tout à fait l'œuvre de Miyazaki, c'est on a, l'industrialisation a effacé, a écrasé quelque chose. C'est-à-dire que ça reprend un peu le côté, moi, que je trouve extrêmement aujourd'hui, ma vision d'adulte aujourd'hui, par rapport à justement les écrits chrétiens, etc. Enfin, vous savez, quand dans la Genèse, on dit, enfin, Dieu, il dit croissez et multipliez. Ouais, à quel prix? À quel prix? Parce que finalement, tout le merveilleux, en fait, je trouve que tout le merveilleux part. Tout le merveilleux disparaît. La fée, la magie. Moi, là, je vais faire référence à quelque chose que je connais, enfin, dont qu'on me parle de manière personnelle. En fait, une enfant qui, justement, pense à des choses, qui voit des choses dans les étoiles, etc. Ouais, mais ça, c'est de la magie, en fait. C'est de la magie, c'est du merveilleux. Et il y a un moment donné où l'enfant sera plus enfant, l'enfant aussi sera plus innocent et va découvrir enfin, les choses qui seront moins merveilleuses de la vie, quoi. Il y a toujours des choses merveilleuses dans la vie, il y a toujours des belles rencontres, il y a toujours des... On peut toujours, et d'ailleurs je recommande vivement, toujours c'est merveilleux, toujours s'émerveiller, pardon, de la moindre chose que vous croisez, que vous... C'est ça aussi, saisir l'instant, l'instant présent. Encore merci, merci à tout le monde d'avoir suivi ce stream. Merci beaucoup, très belle soirée à vous. Je vous embrasse bien fort et puis bah je vous dis à la semaine prochaine, mes petits loulous. Prenez soin de vous et continuez à rêver, continuez à vous émerveiller. Profitez du temps présent. À bientôt, des gros bisous. Ciao ciao.